Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 27 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, Gabriel va nous parler de surveillance avec un organisme qui sait tout sur vous et sur moi aussi, ou presque. Mais avant de retrouver Gabriel pour son dossier du jour, passons en revue l'actualité française. En France donc, ce matin, Gabriel Attal est arrivé au Salon de l'Agriculture. Après le chaos lié à la visite d'Emmanuel Macron, sa visite peut être perçue comme une tentative d'adoucir l'image du gouvernement par des images moins catastrophiques. Le gouvernement est actuellement en train de prévoir des réponses aux revendications des agriculteurs, mais il y a peu de chances que les réponses soient considérées comme acceptables. Et Ilyas Akoudad a avoué le meurtre du policier Éric Masson lors de son procès. Après avoir nié pendant des semaines, il a admis avoir tiré sur Éric Masson à Avignon en mai 2021, mais il prétend ne pas avoir su que la victime était un policier. Il a été poussé à avouer par son avocat lui-même au regard des preuves de plus en plus accablantes. Il encourt la réclusion à perpétuité. Et un fugitif marseillais, Jean-Anthony Blas, a été arrêté en Espagne suite à un mandat d'arrêt européen et après avoir échappé à une opération de police en France l'année précédente. Il est suspecté d'être le principal membre d'un réseau de trafiquants de drogue à Marseille. Son casier judiciaire fait état de condamnation pour trafic de drogue, détention illégale d'armes, atteinte à l'ordre public et appartenance à une bande criminelle organisée. Après son arrestation en Espagne, Blas doit être remis à la justice française dans les 40 jours à venir. Et à Béziers, les élèves de 4 écoles élémentaires ont participé à une expérimentation du port de l'uniforme. Le maire s'est réjoui de cette expérimentation, soulignant l'importance de l'égalité et de la cohésion. Cependant, ce changement a suscité des réactions mitigées avec un syndicat d'enseignants s'y opposant fermement, arguant que cela n'avait aucun impact sur l'apprentissage ou le harcèlement et que c'était coûteux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous-même vous pensez du port de l'uniforme à l'école. Et je laisse maintenant la parole à Gabriel. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Depuis 2021, les autorités françaises, au travers de l'agence d'État Viginum, ont intensifié leur surveillance des plateformes en ligne, parmi lesquelles Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou encore Le Bon Coin, pour n'en citer que quelques-unes. L'objectif annoncé, la lutte contre la fraude fiscale. Mais cette surveillance, approuvée par un simple décret sans passer par un débat parlementaire, soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et la liberté d'expression. En effet, cette collecte de données, bien que ciblée initialement sur la fraude fiscale, s'étend à des informations personnelles sensibles. Elle répertorie notamment les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'état de santé et l'orientation sexuelle des individus. Et ces collectes potentiellement très larges sont pilotées par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dépendant lui-même directement de Matignon. Du coup, cette pratique a suscité l'inquiétude de la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui craint que ces informations ne soient utilisées pour exercer une pression ou du chantage sur les individus. Regardez. Au cœur de l'hôtel des Invalides se trouve l'arme du gouvernement contre la désinformation sur Internet. Depuis 2021, Viginum, une agence nationale chargée de traquer les tentatives de manipulation de l'opinion sur Internet par des puissances étrangères, est aussi autorisée à analyser les données personnelles via des méthodes automatisées. La CNIL relève que le traitement envisagé nécessite la collecte automatisée de données publiées sur diverses plateformes, en énorme quantité et à tout instant. Elle s'inquiète aussi de ce que ces informations sont susceptibles de révéler sur un nombre important d'aspects de la vie privée des personnes concernées, y compris des informations sensibles telles que les opinions politiques, les convictions religieuses ou l'état de santé. Ceci alors que de telles données, qui pourraient être utilisées pour exercer une pression sur les individus, bénéficient légalement d'une protection spécifique. De plus, la CNIL s'inquiète du traitement des données non pertinentes au regard des finalités poursuivies et demande de limiter les périodes au cours desquelles ce traitement peut être mis en œuvre. D'autre part, les informations recueillies peuvent être partagées avec divers services étatiques et administrations, y compris à l'international. Cette surveillance automatique ne concerne pas uniquement ceux qui diffusent de l'information considérée comme problématique, mais aussi tous ceux avec qui ils sont en contact.
Vous l'aurez compris, la mise en place d'une surveillance aussi étendue par Viginum a des répercussions profondes sur notre démocratie et notre liberté d'expression. La capacité de l'État à collecter et analyser des données personnelles à grande échelle, sans critères clairs, pose la question de l'abus de pouvoir. Et des voix comme celle de la CNIL nous alertent contre les risques de révélation d'informations sensibles, qui pourraient être utilisées pour intimider ou réprimer des voix dissidentes. Cette situation, d'ailleurs, est de nature à créer un climat de méfiance où les citoyens pourraient hésiter à exprimer librement leurs opinions. D'ailleurs, en France, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux en a déjà pris un coup. Il y a 2 semaines, des dizaines de chaînes Telegram françaises ont été interdites de visionnage pour avoir exposé un narratif autre que celui de l'OTAN concernant la guerre en Ukraine. La veille, Viginum publiait son rapport et donnait la raison de cette censure inédite. Je cite. Ces chaînes publient également sur d'autres thématiques proches des sphères complotistes francophones qui tentent à remettre en cause la parole politique, les médias ou encore les différentes décisions prises au sein des organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU ou l'UE par exemple. Autrement dit, dorénavant, il faudra prendre pour parole d'évangile ce que dictent ces organisations. Et peu importe si elles baignent dans des affaires de corruption, n'est-ce pas ? Rémi, c'est tout pour moi. Merci Gabriel. Et à Bruxelles, des agriculteurs sont entrés dans le quartier européen après avoir forcé un barrage de police. Cela s'est produit alors que les ministres de l'agriculture de plusieurs pays d'Europe se réunissaient pour un sommet. Des confrontations impressionnantes avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Et la Suède va enfin pouvoir rejoindre l'OTAN. Le Parlement hongrois a approuvé son admission, apportant une conclusion après de 2 ans d'attente. Cette décision constitue la dernière étape pour l'entrée du pays nordique dans l'Alliance. La Suède avait exprimé son souhait de rejoindre l'OTAN après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Et aux États-Unis, la Maison-Blanche a exprimé des critiques publiques envers des médias comme CNN et le New York Times, pourtant réputés proches du pouvoir, les accusant d'avoir diffusé de fausses informations sur Joe Biden. Ces critiques ont suivi la publication d'un rapport faisant état d'une mauvaise gestion de documents confidentiels par le président. Ces critiques surviennent dans un contexte où certains démocrates semblent hésiter à faire campagne aux côtés du président en raison de son impopularité estimée dans les sondages. Et au Moyen-Orient, le gouvernement de l'autorité palestinienne a présenté sa démission au président Mahmoud Abbas alors que des efforts se multiplient en coulisses pour réformer le leadership politique palestinien. Cette décision intervient suite à des critiques envers Abbas pour son impuissance face au raid israélien à Gaza. Certains opposants appellent à une nouvelle unité du leadership politique palestinien en incluant des membres du Hamas. Le Hamas qui, rappelons-le, a toujours comme objectif la destruction d'Israël. Et on passe aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler de 2 îles importantes d'un point de vue géopolitique. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Des policiers chinois patrouillent au Kiribati, une île du Pacifique stratégiquement importante. Cette nation de 115 000 habitants contrôle l'une des plus grandes zones économiques exclusives du monde. Elle accueille également une station japonaise de repérage par satellite. Les autorités des Kiribati ont déclaré à Reuters que la police chinoise collabore avec la police locale et participe à un programme de base de données sur la criminalité. Le pays n'a pas annoncé publiquement en quoi consiste l'accord précisément. En termes de liens diplomatiques, les Kiribati sont passés de Taïwan à Pékin en 2019, le président du pays encourageant les investissements chinois dans les infrastructures. En 2022, Pékin a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon, une autre nation du Pacifique, située à environ 3000 km des côtes australiennes. Un nouveau film mettant en lumière les tensions autour de Taïwan est en lice pour l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Et le moment est bien choisi. Nombreux sont ceux qui se demandent si Pékin va envahir Taïwan. Le régime chinois considère l'île comme son territoire, bien qu'il ne l'ait jamais gouvernée. Le documentaire parle des habitants de Kinmen, une île taïwanaise située à quelques kilomètres seulement de la Chine continentale. Kinmen a fait la une des journaux après la mort de 2 ressortissants chinois dans les eaux environnantes. Cet incident fait craindre une escalade des tensions, je vous en avais parlé. La cérémonie de remise des Oscars est prévue pour le 10 mars.
Et je profite de ce sujet pour vous rappeler qu'il est très rare de voir un film critique envers la Chine au cinéma, surtout les grandes productions, par exemple les productions hollywoodiennes, qui vont être diffusées partout dans le monde. La raison est simple et je pense que vous l'avez deviné, le marché chinois représente une somme énorme et les services de Pékin analysent le film et se donnent le droit d'exiger des modifications, voire des censures, et en général les producteurs s'exécutent. Voilà, c'est tout pour moi, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et pour conclure cette édition, je vous propose de remonter loin dans le temps avec une femme peintre de son état qui a vécu dans les années 900 après Jésus-Christ. Il s'agit de Sœur Ende, qui est connue comme étant la première miniaturiste européenne. Son nom est fameux grâce à une inscription dans le Beatus de Gérone, un important manuscrit du patrimoine chrétien. Par ailleurs, cette découverte montre que, malgré le rôle traditionnel connu des femmes dans le Haut Moyen-Âge, certaines ont joué un rôle important dans le domaine de la culture et des arts. De plus, la collaboration entre les moines et les sœurs a favorisé la création artistique. Le cas de Ende est exceptionnel car peu d'œuvres signées de cette époque subsistent. Elle a notamment réalisé d'importantes pièces au monastère de San Salvador de Tabara, en Espagne. Les couleurs de ses créations sont chatoyantes, les représentations sont légères et pures. On peut sentir une grande simplicité et un puissant rayonnement du cœur à travers ses œuvres. Dame Ende a signé ses œuvres par ces mots « Ende, peintre et servante de Dieu ». Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.